Les rapports du GIEC sont de plus en plus catastrophistes. Récemment, ils nous annoncent encore une accélération du réchauffement climatique. Et ça permet entre autres à nos gouvernants, Emmanuel Macron encore cette semaine, d'annoncer bien des nouvelles mesures sur des restrictions d'eau ou sur le fait de devoir payer plus cher notre eau. Mais la question que je me suis posée, c'est qu'en est-il vraiment? Est-ce que vraiment on est dans une telle catastrophe climatique qu'il faille maintenant réduire la consommation d'eau des Français? Et pour le savoir, eh bien, j'ai invité Christian Gérondeau qui a écrit un livre, Le climat par les chiffres. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller chercher son livre chez son éditeur. Donc, qui a écrit un livre, Le climat par les chiffres, et qui met en doute, ou du moins qui parle des chiffres du rapport du GIEC pour nous expliquer un petit peu mieux ce qui se passe. Alors, Christian Gérondeau, bonjour. Bonjour. Euh, alors, votre livre, donc, il est là pour reprendre les chiffres du GIEC et pour les donner à tout le monde, parce que les personnes ne lisent le rapport du GIEC qui est gigantesque et qui est plein de courbes, plein de chiffres, etc. Mais qu'est-ce que c'est que finalement mais vous, vous dites que le climat ne se... Là, il n'y a pas un climat qui devient de plus en plus chaud, il n'y a pas d'accélération. Alors qu'est-ce que c'est? Finalement, le GIEC, c'est quoi? C'est une fabrique de fake news? Enfin, quel est le... Euh, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait comme ça des titres qui ne ressemblent pas du tout à la réalité, en fait? Le GIEC, c'est une invention très intelligente parce que on fait croire à tout le monde que c'est un organisme scientifique. Mais quand vous regardez le titre en anglais, c'est marqué Intergovernmental Panel, groupe intergouvernemental, et qui regroupe en fait tous les pays de l'ONU. Vous pensez bien que tous les pays de l'ONU n'ont pas des experts scientifiques. Alors, le GIEC a deux volets. Il y a des vrais scientifiques, très nombreux, qui font d'excellents travaux et qui publient des rapports dont vous venez de rappeler, qui sont parfaitement illisibles. Quand vous avez un rapport de 2000 pages truffé de graphiques et de chiffres dans tous les sens et qui traite d'une cinquantaine de disciplines différentes, personne ne peut les lire. La seule chose qui compte finalement, c'est la communication du GIEC. Et tous les 5 ans, le GIEC produit un rapport et il y a un communiqué de presse. Alors quand vous lisez ce communiqué de presse, c'est la catastrophe absolue. La température augmente, les inondations vont se multiplier, la mer va monter. C'est véritablement la vision que nous avons aujourd'hui de l'avenir et ont de l'avenir. Et cette vision, elle ne correspond pas du tout à la réalité. Et c'est ce que je montre dans mon livre. Alors, il y a quelque chose de très simple. Le rapport du GIEC qui vient de sortir, titre Faster Warming. Le réchauffement s'accélère depuis le rapport précédent. Vous regardez les chiffres officiels, tenez-vous bien, la température depuis 2015, depuis le rapport précédent, elle a tendance à baisser. Et le niveau de la mer, on vous dit c'est la même chose, c'est une catastrophe. Et quand vous regardez les marégraphes, c'est pas du tout vrai. Donc on a un organisme qui a deux faces. Une face sérieuse, scientifique, et puis une phase de communication qui n'a aucun rapport avec ce que disent les vrais scientifiques. Donc c'est évidemment quelque chose qui est très surprenant et qui en fait s'explique parce que depuis 30 ans, ces organismes, mais au-delà de ces organismes, les Nations Unies sont entre les mains de responsables qui sont issus des ONG écologistes. Alors c'est très facile à vérifier, on peut regarder aux Nations Unies quels sont les grands responsables des départements de l'environnement et du développement, c'est des gens qui viennent de Greenpeace, qui viennent des ONG écologistes, qui ont pris le pouvoir, et la planète est victime de ce pouvoir depuis une trentaine d'années. Voilà, si vous voulez, l'explication. Alors maintenant, on peut rentrer dans le détail, et puis il y a un autre volet par lequel je commence mon livre, qui lui est d'une nature tout à fait différente. Est-ce que ce qu'on nous demande de faire peut servir à quelque chose? Alors, a priori, il suffit d'ouvrir les journaux pour voir que toutes les entreprises, que toutes les communautés, les villes font des efforts pour réduire leurs émissions de CO2. Mais est-ce qu'on a regardé les chiffres? Alors la réponse est non, on n'a jamais regardé les chiffres. Et je vais vous en donner deux, ça suffira.
autour de la Terre, il y a du CO2 depuis toujours. S'il n'y avait pas de CO2, la Terre, ce serait la planète Mars ou ce serait la Lune. Le CO2, c'est indispensable à la vie pour ce qu'on a appris d'ailleurs à l'école, pour engendrer les végétaux, et puis les végétaux nourrissent les animaux. Donc, le CO2, il y en a toujours eu. Il y en a combien aujourd'hui? Alors, il faut regarder les chiffres. Il y a 3200 milliards de tonnes de CO2. Bon, énormément dans l'atmosphère. Et tant mieux. Sans ça, on ne serait pas là pour en parler. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On regarde les émissions de la France. Les émissions de la France, c'est un 20 millième de la masse du CO2 de la Terre. Les émissions de l'Europe tout entière, c'est un 2 millième. Est-ce que, en réduisant nos émissions, ça peut avoir le moindre effet sur la masse du CO2 et sur l'effet de serre s'il dépend de cette masse? Et la réponse est non. Et donc, on ne peut pas vider un océan avec une petite cuillère. C'est exactement la situation dans laquelle on est. Donc, on a deux phénomènes. D'abord, le réchauffement accéléré de la planète, non. Je rappelle, depuis 8 ans, la température a plutôt tendance à baisser. C'est pas moi qui le dis, ce sont les organismes officiels. Et puis le deuxième phénomène, c'est qu'on nous demande de faire des efforts considérables qui ne servent à rien. Parce que quand vous êtes responsable d'un 20 millième d'un problème, même si vous réduisez de la moitié votre 20 millième, vous voyez bien que ça fera pas d'effet. Donc on vit sur cette double désinformation qui est extrêmement étonnante, et le livre que je viens de produire, par les chiffres, permet à tout le monde de se rendre compte. Et ce qui est très frappant, c'est que quand vous regardez les communiqués du GIEC, qui font autorité, qui sont repris par toute la presse, il n'y a pas de chiffres dedans. Il y a simplement, on va à la catastrophe. Et puis on vous dit, on va monter de 3 degrés, de 5 degrés, enfin ça dépend. Mais en réalité, les chiffres ne figurent pas dans ces communiqués de presse. Ils figurent dans des rapports illisibles, et ce que j'ai essayé de faire, c'est de les rendre lisibles. Mais c'est-à-dire que là, récemment, il y a eu un article du Figaro qui parlait justement de ce réchauffement climatique, qui disait, voilà à quoi ressemblerait la France si ça se réchauffait de 4 degrés. Et il montrait notamment, l'image pour montrer ça, c'était la Tour Eiffel sous l'eau. Hein, enfin, pas entièrement sous l'eau, mais sous l'eau quand même. Et puis, on voit que nos dirigeants ont récemment décidé d'arrêter la voiture thermique en Europe. Et puis, comme ça va faire des centaines de milliers de gens qui vont perdre leur emploi, et ça va faire aussi que on avait vraiment une expertise dans la voiture thermique et on l'abandonne au profit de la voiture électrique, qui est une expertise chinoise ou américaine, mais enfin plutôt chinoise pour le tout venant. Donc tout ça, tout ce qu'on fait, et puis on voit aussi qu'on va nous augmenter le prix de l'eau en fonction de notre consommation d'eau en France. C'est la dernière déclaration d'Emmanuel Macron dont je parlais tout à l'heure. Mais tout ça, en fait, ça sert à rien. En fait, ce que vous dites, c'est que ces privations que l'on s'impose ne servent à rien. Absolument à rien. Pour une raison simple, c'est que nous ne sommes plus maîtres du jeu. Quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, qui sont ceux qui aujourd'hui en engendrent le plus? C'est les pays du tiers-monde, c'est les pays en développement, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est l'Afrique. Et vous pouvez toujours leur demander de réduire leurs émissions. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils vous répondent, ben écoutez, vous nous demandez qu'on ne se serve pas de pétrole, de gaz naturel et de charbon. Comment est-ce que vous avez fait votre prospérité? Et puis vous continuez, quoi qu'on raconte, hein, on continue, bien entendu, à utiliser ces énergies fossiles. Mais aujourd'hui, les pays riches, les pays développés sont minoritaires. L'Inde vient de décider d'ouvrir 108 mines de charbon. Parce qu'ils ont beaucoup de charbon en Inde. Mais ils ont 300 millions d'Indiens qui n'ont pas l'électricité. Et ben, le Premier ministre indien, il a dit, moi, je préfère donner l'électricité à ma population. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, j'ouvre mes mines de charbon. La Chine, bien entendu, elle crée des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, mais elle continue à ouvrir des centrales à charbon en ce moment, en 2023. Donc, et puis je ne parle pas de l'Afrique, qui est malheureusement dans une grande misère, et les dirigeants africains nous disent, mais enfin, au nom de quoi vous nous interdisez de nous développer?
Donc ils ne nous écouteront jamais. Nous, je vous dis l'Europe, on est à peu près les seuls à vraiment vouloir faire quelque chose. On représente 1/10 des émissions de la planète. On représente 1/2 millième de la masse du CO2 atmosphérique. Ce qu'on nous demande de faire ne sert à rien. Alors ça, c'est une approche nouvelle, parce que les chiffres sont méconnus. Tout le monde vous dit, ah ben oui, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Même si on fait chacun un petit effort, ça va servir à quelque chose. Ben non, non, les ordres de grandeur sont pas là. On vide pas l'océan avec une petite cuillère. Nous n'avons que des petites cuillères. Donc, en réalité, la France et l'Europe sont en train de se ruiner dans de multiples domaines. Vous avez cité la voiture électrique, c'est tout à fait vrai, mais il y en a d'autres. On est en train de se ruiner, on est en train d'imposer des normes invraisemblables aux immeubles. Maintenant, on n'aura plus le droit de louer les immeubles qui ne sont pas suffisamment bien isolés. Enfin, on est dans un monde de fous. Et tout ceci absolument pour rien. Et c'est ce que je montre dans ce petit livre qui vient d'être publié. C'est que quand on regarde les chiffres, eh bien, on a une vision complètement différente des choses et une vision optimiste. Alors ça, c'est un autre point, parce que finalement, c'est vrai que la planète s'est réchauffée depuis ce qu'on a appelé la fin du petit âge glaciaire en 1850. Donc ça fait pas tout à fait 2 siècles. On s'est réchauffé de 1,1 degré. Et quand on regarde l'évolution de la température au cours des milliers d'années qui nous ont précédés, on s'aperçoit qu'il y a des évolutions de l'ordre de 2 degrés. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est les rapports du GIEC qui se sont produits il y a 3000 ans, il y a 4000 ans. Donc on est remonté de 1 degré, 1,1 degré en 170 ans. Ben, où est la catastrophe? Non seulement c'est pas une catastrophe, mais c'est bien plus agréable. La Seine gelait, la mer gelait du temps de Louis XIV. On est quand même beaucoup mieux avec une température. Donc, pourquoi cet affolement? Si ce n'est parce que il y a des gens qui ont une vision intrinsèquement négative de l'homme, c'est leur vision intime, et donc ils ont trouvé ce prétexte de dire, mais comme l'homme utilise le pétrole, le charbon, le gaz naturel qui émettent du CO2, c'est forcément mauvais. Il n'y en a pas la moindre preuve, et en plus, nous n'y pouvons rien. Ça fait 2 raisons qui me paraissent un peu mériter réflexion. Mais malgré tout, même s'il n'y a que 1,1 degré de plus sur 200 ans, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de catastrophes naturelles. On nous dit qu'il va y avoir des émigrés climatiques, des morts climatiques. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe, non? Ou c'est de la pure invention? C'est de la pure invention. Écoutez, 1 degré de plus, c'est mieux. On a retrouvé le niveau de température qu'on avait aux alentours de l'an 1000 et qui existait aussi du temps des Romains. Si vous voulez, il y a un cycle, tous les 1000 ans, ça remonte, et les historiens appellent ça des optimums, n'est pas du tout négatif. C'est beaucoup mieux que quand il fait plus froid. Donc, on a ce phénomène naturel qui se produit. Et puis là, vous avez évoqué quelque chose qui est extrêmement choquant. C'est d'abord l'idée qu'il y a des réfugiés climatiques. Il y a des réfugiés, hélas, qui meurent en Méditerranée et ailleurs. Il n'y en a pas un seul qui soit un réfugié climatique. Ils meurent parce qu'ils fuient les guerres, parce qu'ils fuient la pauvreté, parce qu'ils ont envie de bénéficier des systèmes sociaux des pays développés. Mais il n'y en a pas un seul qui soit parti parce que le climat avait changé. Je signale d'ailleurs, à nouveau pour apporter une note positive, une information que j'ai découverte récemment et qui est assez frappante. Il y a 60 ans, l'Inde avait 3 fois moins d'habitants qu'aujourd'hui. L'Inde. Et tout le monde disait, il y a eu des livres qui ont fait, ils vont à la catastrophe, ils vont mourir de faim. Eh bien, depuis 60 ans, la production de céréales de l'Inde a été multipliée par 6. Vous entendez bien? Par 6. Et l'Inde est devenue exportateur de céréales. Donc c'est pour dire que la vision négative qu'on a toujours des choses n'est pas justifiée. Et une des raisons, pas nécessairement la seule, pour laquelle la production agricole a augmenté en Inde comme ailleurs, c'est le CO2. Plus il y a de CO2, plus la production agricole augmente. D'ailleurs, les gens qui ont des serres, les horticulteurs,
quand ils veulent accélérer la production des fruits et des fleurs, ils injectent du CO2. Donc, ceci pour dire que les réfugiés climatiques, j'attends toujours qu'on m'en présente un. Et quand on parle de mort, c'est très choquant parce que, en réalité, les pays où il y a beaucoup de morts, c'est les pays pauvres. Et ces pays pauvres, ils ne mettent pas de CO2. Et ils aimeraient bien avoir notre niveau de vie. Les pays riches émettent du CO2. Mais l'espérance de vie dans les pays riches, elle est de 80 ans. Dans certains pays pauvres, elle est de 50 ans. Les enfants meurent. Et ils meurent parce qu'ils n'ont pas d'énergie à leur disposition. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de... Donc, présenter l'énergie comme quelque chose de négatif, c'est scandaleux. C'est exactement l'inverse. Quand le Premier ministre indien décide d'ouvrir 108 mines de charbon, c'est pour sauver la vie des enfants indiens. Et donc, on a complètement renversé la réalité des choses. On vous explique aujourd'hui que l'énergie fossile, c'est dangereux. Pas du tout, les énergies fossiles, ça permet de se développer. Plus vous vous développez, plus l'espérance de vie augmente et moins vous avez d'enfants qui meurent. Donc, c'est exactement l'inverse qu'on a réussi à faire croire par des gens qui ont une vision des choses intrinsèques, personnelles, qui est systématiquement négative, alors que la réalité ne l'est pas du tout. Et c'est donc cette énergie fossile l'a remplacée par de l'énergie type éolienne, type énergie solaire. Est-ce que ça aurait du sens? Est-ce que ça serait utile? Ou est-ce que c'est pas du tout possible, tout simplement, et que on n'a que l'énergie fossile à utiliser jusqu'à ce qu'elle disparaisse, jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Donc quel est le... Là, vous évoquez quelque chose que je développe dans mon livre, mais qui m'a surpris moi-même. Et je vais poser le problème des éoliennes et des panneaux photovoltaïques d'une manière qui, je crois, est accessible à tout le monde. Parlons des éoliennes. Les éoliennes, ça produit l'électricité quand il y a du vent. Mais il y a des jours où il n'y a pas de vent. Mais vraiment pas du tout. Si vous voulez, le rapport entre le jour sans vent et le jour avec du vent, c'est de 1 à 20, la production d'électricité. Ça veut dire qu'il y a des jours où il n'y a pas de vent. Donc, mettons que le mardi, il n'y a pas de vent. Est-ce que on va manquer d'électricité? On n'a jamais manqué d'électricité quand il n'y avait pas de vent, et on ne manquera pas à l'avenir, grâce, en France, à notre programme nucléaire. On a 56 réacteurs. Heureusement, on est en train de les remettre en état, et ils vont nous fournir de l'électricité le mardi, même s'il n'y a pas de vent. Le vent se met à souffler le mercredi. Alors là, il y a une question. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'électricité, puisque on n'en a pas besoin? Le mardi, on s'en est passé, et on ne peut pas la stocker. Alors, je laisse ceux qui nous écoutent réfléchir un peu, parce que la réponse est absolument stupéfiante. La réponse, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser, puisque, encore une fois, le mardi, on s'en passe, on ne peut pas la stocker. Eh bien, quand on regarde ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer, les années, là, on a regardé l'année 2019, heure par heure, on s'aperçoit que on est obligé d'exporter, plutôt de brader 80% de l'électricité produite par les éoliennes aux pays voisins. Parce que nous, on n'en a pas besoin, et eux, alors je dis brader, parce qu'on leur vend au quart ou au dixième du prix qu'on a payé aux promoteurs. 80%, vous entendez bien. Mais il y a encore plus extraordinaire. Parce qu'il y a des moments où les pays voisins n'ont pas besoin d'électricité. Ils ont du vent, ils n'en ont pas besoin. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de ce qui reste? Vous voyez, vous êtes silencieux. Je vous donne la réponse. On est obligé de freiner nos réacteurs. Donc, ou bien on brade l'électricité produite par les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, ou on est obligé de freiner nos réacteurs. C'est ubu. Et c'est pourtant évident, puisque le mardi, on n'en a pas besoin, le mercredi, on peut rien en faire. C'est une catastrophe financière, et le gouvernement, avec le Parlement, vient de décider de doubler notre parc d'éoliennes que nous ne pouvons pas utiliser pour cette raison simple, que si le mardi, on n'en a pas besoin, le mercredi, on peut rien en faire. Oui, ce qui veut dire qu'en fait, on est en train de se couvrir d'éoliennes. Bon, il y en a partout maintenant dans nos campagnes, mais on le voit même maintenant en bord de mer, sauf près de la résidence secondaire de notre président, où là, il n'y a pas d'éoliennes qui ont été installées. Mais
on en voit partout en bord de mer, on en voit partout dans les campagnes, et on voit, alors qu'on n'en a pas besoin, quoi. Ce que vous dites, c'est on en a On- aucune utilité et qu'on va en plus les doubler maintenant. Ah mais encore une fois, c'est extrêmement simple. On raisonne et les rapports officiels sont stupéfiants. Ils disent on a besoin des éoliennes et des panneaux photovoltaïques pour assurer notre sécurité énergétique. Mais c'est une plaisanterie. Encore une fois, il y a des jours où il n'y a pas de vent. Ben, s'il n'y a pas de vent, ça ne peut pas assurer notre sécurité. Et donc, on est au comble de l'absurdité. Nous dépensons des milliards, des dizaines de milliards pour rigoureusement rien, puisque je répète, quand il n'y a pas de vent le mardi, on s'en passe, et le mercredi, on ne peut rien faire de l'électricité, sauf la brader, quand on n'est pas obligé de freiner nos réacteurs nucléaires, ce qui est le comble de l'absurde. Eh bien, on en est là, et c'est quand même assez surprenant, mais ça se situe dans ce contexte général qui règne depuis une trentaine d'années et qui conduit l'Europe et nous avec, la France, au déclin. Parce que toutes ces dépenses, que ce soit la voiture électrique, que ce soit les éoliennes, que ce soit l'isolation des bâtiments, que ce soit, enfin, on n'en finit plus la liste. Vous pouvez plus ouvrir un journal sans qu'on vous explique qu'on va sauver la planète. Eh bien, on n'a jamais regardé si ça pouvait servir à quelque chose. Et comme je le disais tout à l'heure, ça ne peut servir à rien parce que les ordres de grandeur ne le permettent pas. Donc c'est une époque assez étrange. C'est en fait, soyons clairs, un retour au Moyen Âge. Nous sommes retournés à l'époque de Galilée, qui osait dire que c'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais que c'était la Terre qui tournait sur elle-même. Galilée a failli être brûlé. Heureusement, sinon je serais pas là. Ceux qui se situent dans la même ligne intellectuelle, qui est simplement le réalisme, ne risquent plus d'être brûlés pour l'instant. Mais on est au Moyen Âge, à ne pas avoir regardé une seule fois si ce qu'on nous demandait pouvait servir à quelque chose. Mais parce qu'on a quand même des dirigeants, Emmanuel Macron a plein de défauts, mais c'est un homme intelligent, et on ne peut pas dire que tous nos dirigeants sont des imbéciles. On a quand même... Enfin, pourquoi vont-ils faire des choses comme ça qui risquent de nous ruiner, qui les ruinent, qui ruinent les pays, qui sont en train de mettre une bérésina dans nos derniers. On était des champions du nucléaire et de la voiture à thermique. On n'est plus du tout les champions du nucléaire. On est en train de perdre la voiture thermique. Euh, ça peut pas être un plan voulu par des gens intelligents. Pourquoi font-ils ça? Ben écoutez, c'est très simple, déjà c'est l'histoire qui nous l'enseigne. J'ai parlé de Galilée. Les dirigeants, on peut pas leur reprocher, c'est pas des spécialistes du climat, nos dirigeants, aucun. Ils écoutent donc les experts, entre guillemets, les scientifiques. Et au cours des siècles, eh bien, ces experts, ces scientifiques de leur époque, se sont trompés avec une régularité absolument remarquable. Bon, la curie romaine, du temps de Galilée, c'était les meilleurs esprits. Et je vous disais, mais absolument avec certitude, que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Et puis, si on va un peu dans le temps, il y a quand même une invention importante de Newton, la loi de la gravitation universelle. L'Académie des sciences françaises a nié la loi de la gravitation universelle pendant 75 ans. Pendant 75 ans, les rois qui se sont succédés en France, ils écoutaient l'Académie royale des sciences, qui disait que Newton racontait n'importe quoi. Et puis vous avez eu Darwin, en revenant des Galapagos, il a dit il y a une évolution des espèces. Oh bon, ça c'était pas possible. D'ailleurs, la Bible expliquait bien que c'est Dieu qui avait tout créé, il pouvait pas y avoir d'évolution des espèces. Il y a encore des gens d'ailleurs qui le nient. Pasteur, quand Pasteur est arrivé, l'Académie des sciences, mais tout le monde était unanime, il y avait la génération spontanée des microbes. Tout le monde le disait, tout le monde le savait. C'était pas la peine pour les chirurgiens de se laver les mains avant d'aller opérer quelqu'un ou d'accoucher une femme, puisque les microbes apparaissaient par génération spontanée. Et Pasteur a dû se battre pendant des années pour obtenir que les chirurgiens se lavent les mains, parce que il a expliqué qu'il n'y avait pas de génération spontanée des microbes. Plus près de nous, encore un autre exemple, un peu moins connu,
en géologie. Il y a un Allemand qui a osé dire vers 1900 qu'il y avait peut-être une dérive des continents. Et il avait regardé l'Amérique du Sud, l'Afrique de l'autre côté, il disait ça s'emboîte un peu, peut-être que c'était un seul continent. Il a fallu 50 ans pour que ses collègues, qui étaient les meilleurs spécialistes, finissent par reconnaître qu'il y avait une dérive des continents. Ils avaient expliqué que c'était pas possible. Donc les scientifiques se sont toujours trompés avec une régularité extraordinaire dans l'histoire. Et bien c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez des gens qui répètent la même chose, qui se convainquent les uns les autres et qui vous expliquent qu'on n'a jamais connu de réchauffement de la planète aussi rapide, alors que 1 degré et un peu plus en presque 2 siècles, c'est arrivé je ne sais combien de fois dans le passé, et beaucoup plus. Et puis qui vous explique que si on réduit nos émissions, on va tout changer, etc. Donc c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Je dirais que c'est la 5e ou 6e fois depuis 2 ou 3 siècles qu'on voit les experts, entre guillemets, se tromper. Puis alors ceux qui disent le contraire, parce qu'il y en a toujours eu, il y a eu Galilée, il y a eu Newton, il y a eu Darwin, il y a eu Pasteur, il y a eu cet Allemand qui s'appelait Fechner, qui avait raison. Quand ils vivaient à leur époque, tout le monde les considérait comme des hurluberlus, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir raison contre tout le monde. Alors là, il y a quelqu'un qui était autrefois la référence française, qui a très bien expliqué ça, c'est René Descartes. Alors, si vous prenez les citations de Descartes, il y en a une, et ce n'est pas parce que, grosso modo, je le traduis en français aujourd'hui, parce que tout le monde dit la même chose, que c'est vrai. L'unanimité des opinions n'est pas une preuve qui vaille. Et alors il ajoute, parce que si une vérité est quelque peu difficile à découvrir, il serait étonnant que tout un peuple l'ait rencontrée. Donc c'est une manière, avec humour, dans le langage du XVIIe siècle, de montrer que ça a toujours existé. On a des phénomènes d'intoxication collective. Je veux dire, celui-là mérite peut-être la palme, parce que c'est quand même très étonnant à une époque où il n'y a jamais eu autant de gens sortant d'universités et de grandes écoles. C'est ça qui est assez surprenant. C'est effectivement extrêmement surprenant. En tout cas, merci Christian Giraudot pour cette interview. Je rappelle votre livre Le climat par les chiffres, qui est aux éditions L'Artilleur, et je mets un lien dans la description si Ben voilà, ça ce sont les chiffres officiels qui ne sont jamais publiés, qui montrent que depuis 2015, la température de la Terre a tendance à baisser. Ah. Donc voilà, bon, merci pour ces chiffres. En tout cas, merci Christian Giraudot, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.